va reconquérir l'intégrité de son territoire national. Aucun centimètre carré ne sera cédé. C'est un message du Premier ministre adressé aux forces armées et de sécurité. Le chef du gouvernement, accompagné du ministre de la Défense et des anciens combattants, était hier à Ségou. Envoyé spéciaux, Ibrahim Traoré, Aliou Touré. C'est habillé en bon militaire que le Premier ministre est arrivé au camp Amadou Sékou Tall de Ségou. Cheikh Modibo Diarra est venu s'adresser aux militaires pour leur dire que le Mali n'a plus de temps à perdre pour recouvrer l'intégrité de son territoire national. Et pour cela, aucun sacrifice ne sera de trop. J'ai dit tantôt que je n'aimais pas la guerre. Parce que c'est la guerre qui fait de l'enfant un orphelin, de la femme une veuve. Mais en même temps, lorsqu'on aime sa patrie, on aime aussi la guerre. On devient amoureux de la guerre. Mais cette fois-ci, de la guerre qui met fin à la guerre. De la guerre qui ouvre la porte à la paix et à la sécurité. Parce que sans paix, il ne peut pas y avoir de sécurité. Sans sécurité, il n'y aura pas de prospérité pour cette nation. Je vous invite simplement, vous et moi, ensemble, à écrire cette page de notre histoire dont se souviendront les générations à venir. Le Premier ministre a tenu à rassurer les forces armées et de sécurité que le gouvernement du Mali mettra tout en œuvre pour atteindre l'objectif recherché. Il s'agit pour nous de reconquérir l'intégrité du territoire. Pas un centimètre carré de moins. Il s'agit ensuite de sécuriser toute l'étendue du territoire par une armée nationale et des forces de sécurité de cette nation. Il s'agit ensuite de mettre au niveau central une administration centrale de la République du Mali. Ces trois choses sont non négociables. Il s'agit de vous mettre dans des conditions, dans des bâtiments dignes de votre rang. Il s'agit de bâtir une armée robuste, une armée moderne, une armée efficiente et efficace, une armée qui fait peur, et par conséquent une armée qui nous apporte la paix. Et si Dieu nous donne le temps et la force de libérer ce pays, je vous promets que mon gouvernement n'épargnera aucun effort pour créer une telle armée, afin que ce que nous vivons aujourd'hui ne se répète plus jamais. Avec un autre ton de fermeté, le ministre de la Défense et des anciens combattants estime que l'armée du Mali doit retrouver très vite sa fierté. Et cela passe impérativement, selon lui, par la discipline. Il n'y a pas d'armée sans discipline. Il n'y a pas d'armée sans rigueur. Les gens, puisqu'ils ont choisi volontairement de venir servir dans l'armée, il faudrait qu'ils en acceptent les conditions. Je suis heureux de constater que la majeure partie de nos effectifs est aujourd'hui prête à supporter les rigueurs de la vie militaire, à en accepter toutes les conditions pour se plier à la hiérarchie militaire classique. Sans ça, on ne peut pas former une armée. L'occasion est aussi opportune pour le commandant en second de la 2e région militaire d'évoquer la situation sécuritaire calme de son secteur. L'on note aussi que l'instruction des hommes et la mise en condition des matériels se poursuivent. Le Premier ministre s'en est rendu compte au cours de sa visite dans le camp. Cheikh Modibo Diarra a également apprécié l'état des habitations, de l'infirmerie et du centre d'instruction. Ici, le visiteur est surtout impressionné par le plat du jour de ses frères. Auparavant, dans la journée, le chef du gouvernement a pris part à la grande prière du vendredi. Tous implorent ici le Tout-Puissant que le Mali retrouve la paix sur l'ensemble du territoire national. Ce qui est le plus ardent, c'est la réunification de notre pays. C'est la paix des âmes et des esprits dans notre pays. C'est ce que je souhaite pour mon Mali. Le très cher Mali pour nous tous. Je pense que les Maliens prient déjà beaucoup. Nous continuons de prier maintenant pour que nos prières soient exaucées et que la situation au nord puisse se résoudre sans un conflit sanglant entre les différentes factions du peuple malien. Et bon, que la volonté de Dieu soit faite. Les acteurs du secteur de l'industrie, de l'artisanat, de l'emploi et de la promotion de l'investissement privé étaient en conclave hier au Centre international des conférences de Bamako. Et c'était pour valider la 12e revue des projets et programmes du secteur de l'industrie, de l'artisanat, de l'emploi et de la promotion de l'investissement privé. Au cours de cette rencontre, il a été question de l'examen de l'état d'exécution du portefeuille des projets et programmes publics de développement au titre de l'année 2011, de l'identification des difficultés
difficultés et des propositions de solutions pour remédier à ces contraintes rencontrées dans la mise en œuvre des projets et programmes du dit secteur. Le point, c'est avec Abdraman Maïga. Après une première rencontre tenue le 10 mai dernier au Centre de perfectionnement et de reconversion de l'Agence nationale pour l'emploi, les acteurs du secteur de l'industrie, de l'artisanat, de l'emploi et de promotion de l'investissement privé se sont retrouvés pour la deuxième fois consécutive. Cette rencontre les a permis de prendre connaissance du contenu de la 12e revue des projets et programmes du secteur, de l'enrichir aux besoins pour son amendement. Ce document qui vient ainsi d'être validé au cours de cette réunion se veut un instrument technique pour une meilleure gestion des politiques et programmes initiés dans le cadre du secteur de l'industrie, de l'artisanat, de l'emploi et de promotion des investissements privés pour 2012. Par la tenue de cette revue, les autorités visent une meilleure exécution des projets-programmes de développement au profit des populations. Nul doute que les principales conclusions et recommandations qui sortiront de vos travaux nous permettront de faire face à la situation exceptionnelle difficile que notre pays traverse actuellement. Pour en arriver là, 3 objectifs majeurs étaient assignés aux participants. Il s'agit de l'examen de l'état d'exécution du portefeuille des projets et programmes publics de développement au titre de 2011, de l'identification des difficultés rencontrées et de la formulation des recommandations et des résolutions qui serviront de feuille de route pour une meilleure orientation des actions futures du secteur pour la période 2012. Ce communiqué du gouvernement, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra s'entretient régulièrement avec le président Dioncounda Traoré qui poursuit ses examens médicaux complémentaires en France. Le Premier ministre tient à souligner que l'état de santé du président n'inspire aucune inquiétude selon ses médecins traitants. Il a un bon moral et dans sa convalescence, ses prières et ses pensées vont au peuple malien. Le président Dioncounda Traoré reviendra au pays dès que ses médecins estimeront que les conditions de son retour sont réunies. Actualité hors du Mali et direction l'Égypte où l'ancien président Hosni Moubarak a été condamné à la prison à vie. Après 10 mois de procès, Hosni Moubarak et son ministre de l'Intérieur ont été reconnus coupables de la mort de 850 manifestants. Une décision qui a suscité la joie chez les parents des victimes des événements de février 2011. Prison à vie, le verdict est à peine prononcé et c'est l'explosion de joie. À 2 pas du tribunal, des centaines d'Égyptiens, parmi eux les familles de victimes de la révolte de janvier 2011. Je suis heureuse, comme si mon fils n'était pas mort. Je rends grâce à Dieu. Après 10 mois de procès, l'ancien président Hosni Moubarak, 84 ans, et son ministre de l'Intérieur, Habib El Adli, sont reconnus coupables de la mort de 850 manifestants. Les autres accusés, les 2 fils Moubarak et 6 hauts responsables des services de sécurité sont eux acquittés. Dans la salle d'audience, les cris fusent, la colère gronde. De nombreux avocats demandent la purge de la justice. Autre réaction dans ce café au Caire où la lecture du verdict a été suivie en direct. Le jugement contre Moubarak et El Adli est juste. Mais pour les autres, c'est pas ça. Ils sont accusés de corruption, d'injustice, de répression contre le peuple. Ce sont des dirigeants, des responsables de l'ancien régime. Pourquoi sont-ils acquittés? Pourquoi? Peu après le verdict, l'ancien raïs, très affaibli, a été transféré dans l'aile médicalisée d'une prison dans la banlieue du Caire. Ses avocats ont promis de faire appel. Les frères musulmans dénoncent le verdict et se préparent à la mobilisation contre ces acquittements. Pour la situation en Syrie, le président russe Vladimir Poutine est ferme sur sa position. Il prône une solution politique. Le départ de Bachar al-Assad pourrait conduire à une guerre civile. À propos, la feuille de route de Kofi Annan propose aux dirigeants d'agir en fonction de leurs obligations pour les droits de l'homme. Le président russe Vladimir Poutine est resté ferme sur ses positions concernant la situation en Syrie. D'abord à Berlin et ensuite à Paris, écartant toute sanction de l'ONU contre le régime de Bachar el-Assad, de même que son départ du pouvoir. Il a engagé un véritable dialogue de sourds entre lui et ses homologues occidentaux, pas question de céder aux pressions.
Notre objectif consiste à réunir autour d'une table toutes les parties en conflit. Nous ne choisissons pas un côté ou l'autre, nous voulons aider toutes les parties. Nous agissons ainsi de manière à trouver une solution politique au problème. Depuis un an, la Russie et la Chine, qui disposent d'un droit de veto au Conseil de sécurité, ces deux pays bloquent toutes les actions sur le dossier syrien. Pour la plupart des pays occidentaux, le départ de Bachar el-Assad du pouvoir pourrait éviter un glissement vers une guerre civile. Le régime de Bachar el-Assad s'est conduit de manière inacceptable, intolérable, et a commis des actes qui le disqualifient. Il n'y aura de sortie possible de cette situation qu'avec le départ de Bachar el-Assad. Aujourd'hui encore, les forces du régime ont pris pour cible de nombreux bastions de la rébellion à Homs et à Alep. Le plan de paix de Kofi Annan, qui prévoit la fin des hostilités, reste toujours lettre morte. Le plan Annan propose une feuille de route réaliste et réalisable. Pour son succès, il est essentiel que la communauté internationale soit unie pour exercer son influence. Il incombe avant tout au gouvernement et aux dirigeants syriens d'agir conformément à leurs engagements auprès de l'envoyé spécial, ainsi qu'à leurs obligations morales et juridiques pour les droits de l'homme. À Genève, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a donné son feu vert, malgré l'opposition russe et chinoise, à une enquête internationale sur les massacres de Oula la semaine dernière. Réunie au Qatar, la Ligue arabe a demandé aux Nations unies de faire le nécessaire pour protéger le peuple syrien face à la répression. Ici au Mali, l'organisation non gouvernementale Jitumu Kunkan a symboliquement remis hier une aiguille et un fil au ministre de l'Artisanat et du Tourisme, un geste qui a tout son sens. Il invite les autorités du Mali à unir le peuple malien, vaille que vaille. Le Mali doit rester un et indivisible, ont-ils conclu. Voilà l'organisation non gouvernementale Jitumu Kunkan qui a symboliquement remis hier une aiguille et un fil au ministre de l'Artisanat et du Tourisme, un geste qui a son sens. Il invite les autorités du Mali à unir le peuple malien, vaille que vaille. Une autre façon de penser aux populations du Nord, ce sont les aides pour elles. Les associations Abarika, Nandéré et Monde sans guerre et sans violence volent au secours de 16 familles déplacées du nord du Mali recensées sur le site du Niamana. Elles viennent de remettre à ces déplacés 3 tonnes de vivres composées de mil et de riz, 1 tonne de sucre et 30 cartons de savon. Agali Agissa est allé voir. En remettant 3 tonnes de vivres, 1 tonne de sucre et 30 cartons de savon à 16 familles déplacées des régions du Nord recensées au centre de formation de Niamana, les associations Abereka, Nandré et Monde sans guerre et sans violence contribuent au bien-être de 96 citoyens en situation difficile. Les bénéficiaires et les représentants du ministère en charge des actions humanitaires ont salué ces gestes modestes mais pleins d'essence. C'était d'ailleurs une occasion pour constater de visu les conditions de vie des familles concernées. Dans l'ensemble, les conditions sont acceptables. Mais ces conditions ne doivent pas nous faire oublier que ces hommes, ces femmes, ces enfants ont quitté leur terroir. Et je crois qu'ils ne peuvent pas se plaire mieux que dans leur terroir, là où ils ont tous leurs souvenirs, ils ont leur passé, ils ont tout laissé pour venir ici, compte tenu de la situation actuelle. Les associations donatrices, à savoir Abareka, Nandré et Monde sans guerre et sans violence, prônent un monde de paix et de quiétude, condition indispensable pour tout développement. Et dans le même chapitre, 10 familles déplacées des régions du Nord et résidant en commune 1 du district de Bamako ont également reçu 20 sacs de riz. Le geste est de l'honorable Wali Diawara, député élu en commune 1, une initiative du club Laïdouton qui soutient le donateur. La cérémonie accompagnée des prières et bénédictions en faveur des populations des régions du Nord s'est déroulée à Boulkasumbourou. Voilà 10 familles déplacées des régions du Nord et résidant en commune 1 qui ont donc reçu des dons.
Elle n'a pas encore fait de don puisqu'elle vient d'être portée sur les fonds baptismaux. L'association Diorofa veut jouer pleinement sa partition dans la gestion de la crise actuelle qui traverse notre pays. La position de l'association a été rendue publique ce matin à l'issue d'une rencontre ici à Bamako. Koniba Sidibé, président de Diorofa, donne des précisions sur cette position. Il est au micro de Nando Dambili. Diorofa est une association composé de Maliens décidés aujourd'hui à s'engager dans le processus de gestion des affaires publiques en tant qu'association pour demander aux dirigeants du pays de rendre compte de leur gestion, de résister aux mauvaises pratiques de gestion publique et de travailler à l'émergence et à la refondation de la gestion des affaires publiques dans notre pays. À ce titre, nous travaillons sur beaucoup de thèmes, notamment la crise institutionnelle actuelle et l'occupation du nord du pays par des indépendantistes du MLA et les groupes armés salafistes d'Ansardine, d'Akmi et autres. Nous pensons que la priorité absolue que nos dirigeants doivent avoir aujourd'hui, c'est la lutte contre ces groupes armés pour rétablir l'intégrité territoriale du pays, préserver l'unité nationale. Et bien sûr, cela ne peut se faire sans l'appui de tous ceux qui peuvent aider le Mali. Nous sommes donc d'avis aussi que le Mali doit tenir compte de la possibilité de bénéficier de ces appuis et des conditions à satisfaire pour y arriver. Mais d'ici là, nos concitoyens et concitoyennes du Nord souffrent énormément en raison du désastre humanitaire que cette occupation a créé. L'appui par rapport à l'assistance qui doit leur être apportée pour vivre cette situation un peu plus dignement, pour vivre un peu plus décemment, est une préoccupation aussi du Diorofa. Et la troisième préoccupation, naturellement, c'est l'organisation d'élections démocratiques et transparentes. Et nous vous reprenons ce communiqué du gouvernement. Le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra s'entretient régulièrement avec le président Dioncounda Traoré qui poursuit ses examens médicaux complémentaires en France. Le Premier ministre tient à souligner que l'état de santé du président n'inspire aucune inquiétude selon ses médecins traitants. Il a un bon moral et dans sa convalescence, ses prières et ses pensées vont au peuple malien. Le président Dioncounda Traoré reviendra au pays dès que ses médecins estimeront que les conditions de son retour sont réunies. En attendant, il invite le peuple malien à l'unité et au travail pour rétablir l'intégrité territoriale de notre pays. Rappelons que le président Dioncounda Traoré avait quitté Bamako le 23 mai dernier à destination de la France pour honorer un rendez-vous médical et suite à l'agression dont il avait été victime dans son bureau 2 jours plus tôt. Ferekene ou l'espace pour la culture, la citoyenneté et le développement du leadership jeune, c'est l'initiative du mouvement des jeunes pour le Mali d'abord. L'annonce de l'initiative a été faite ce matin et c'était devant la presse. Voilà l'association Ferekene qui a été donc lancée ce matin devant la presse. Nous en venons à notre dossier du jour qui est consacré aux travailleurs déplacés à Bamako. Malgré quelques contraintes, le travail se fait normalement. Les travailleurs ont été déployés, les questions de salaire sont réglées. Quant à l'administration, les finances et la communication à l'ORTM, des dispositions ont été prises. Au niveau du syndicat des impôts, un plan social a été élaboré. C'est ce que nous dit Alpha Maïga dans ce dossier. Depuis l'occupation des régions du nord du Mali, l'essentiel du personnel de l'administration et des collectivités territoriales a regagné les villes du sud. Mais que font-ils exactement? Gérer les problèmes des uns et des autres, être à côté de la population, ce n'est pas seulement physique. À distance, tout ce que l'on peut faire étant présent, l'on peut faire à distance. Nous continuons notre administration ici. Nous continuons à gérer notre population ici avec les problèmes et ça se passe très bien. Et même qu'on ait des bureaux ou qu'on n'en ait pas, nous allons pouvoir continuer à le faire. Nous n'avons ni perdu la foi, ni perdu l'espoir. Nous cumulons tous les comptes rendus
sur l'état du personnel et l'état du matériel et les projections que nous rendons compte à la hiérarchie. Nous proposons également des solutions. La statistique fait le rapport de 3/4 des agents à Bamako et 1/4 de façon générale restés encore sur place à Tombouctou. L'occupation du septentrion malien a beaucoup de conséquences, parmi lesquelles la question du traitement des salaires. Conscientes de l'importance du sujet, les structures du ministère des Finances et de l'Économie sont à pied d'œuvre. Au-delà des seuls agents du Trésor, la Direction nationale du Trésor quand même est chargée du paiement des salaires sur l'ensemble du territoire national, que ce soit aussi bien pour les fonctionnaires que pour certains contractuels qui travaillent pour le compte des collectivités territoriales. Les dispositions ont été prises pour que les salaires du mois de mars et d'avril soient payés et cela a été fait à la date d'aujourd'hui. Nous avons eu beaucoup de difficultés par rapport aux agents qui sont payés par biétage. Nous avons déjà un programme de l'utilisation de l'ensemble des agents qui étaient dans les régions du Nord et qui sont présentement soit à Bamako, soit dans les autres régions. Ceux qui sont là, des dossiers vont leur être affectés, tout comme les autres agents, et ils vont faire le contrôle traditionnel que les agents du contrôle financier font des dossiers au niveau des engagements, au niveau des liquidations, et ils auront des situations périodiques à produire par rapport au budget qui leur seront affectés. Ainsi, des salles ont été spécialement aménagées, comme ici par exemple où les agents du Trésor et du budget des régions de Tombouctou, Gao, Kidal travaillent. Nouvelle situation, nouvelles conditions. Le travail d'hier et le travail d'aujourd'hui, il y a une très grande différence, parce que, étant donné qu'actuellement, là où nous en sommes, on ne fait pas tout le travail qu'on faisait au nord. La direction a mis certains matériels à notre niveau, tels que les téléphones, les bureaux, les ordinateurs, comme vous voyez. En plus des ordinateurs, nous avons demandé aussi des petites armoires. Des courriers qui quittent au niveau national, nous recevons ici. C'est quand ça quitte à la direction, ça arrive à notre niveau. Nous avons aussi des percepteurs aussi qui sont tous arrivés présentement. Donc ici, à lieu de quoi que ce soit, on les informe. On travaille ici dans des conditions particulièrement difficiles, puisque les 3 régions sont regroupées dans la même salle. Et je crois que ce n'est pas de bonnes conditions pour travailler. Pour le moment, on s'occupe uniquement des salaires. À la date d'aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État et ceux des collectivités bénéficient de leurs salaires normalement. Toutefois, l'occupation des régions du nord du Mali constitue également un manque à gagner pour les services de recettes de l'État. Avec ces régions qui ne fonctionnent plus, je parle des 3 régions du nord et Mopti à mi-temps, effectivement les pertes sont quand même, effectivement les pertes sont là, mais nous essayons de voir comment essayer de les combler. Nos réalisations sont, à la date d'aujourd'hui, sont quand même en passement par rapport au niveau de l'année dernière. C'est vrai aussi qu'on avait des objectifs beaucoup plus élevés si on tient compte de la progression naturelle des recettes. Donc malgré en tout cas l'apport nul aujourd'hui des régions de Kidal, de Tombouctou et de Gao, donc nous essayons quand même d'y faire face. Au service des impôts, plus de 200 agents ont été redéployés à ce jour. Pour faciliter leur intégration, le syndicat des impôts a élaboré un plan social. Il y a des hommes, il y a des femmes, des pères de famille avec des enfants. Et quand ils sont revenus tout de suite, nous avons essayé déjà de prendre en charge d'abord les frais de transport à travers la direction. Nous avons ensuite essayé de faire en sorte que financièrement, ils puissent bénéficier quand même d'une solution d'installation temporaire à Bamako ici avant qu'ils puissent être redéployés. Autre regard sur l'administration, c'est l'Office de radiodiffusion télévision du Mali, ORTM. À l'ORTM où des dispositions sont prises avec des mesures d'accompagnement. Déjà, les agents déplacés travaillent. Je me nomme Aliou Idrissa Maïga. Je suis animateur producteur à l'ORTM Gao. Le service nous a demandé de rentrer et maintenant je serai déployé au niveau de la chaîne 2. Je continue ma vie d'animateur, j'anime ici. On m'a confié une émission que j'anime ici à la chaîne 2. Moi c'est Bédi Kone, je suis animateur producteur à la station régionale de Tombouctou. Nous, fonctionnaires de l'État et même des habitants de Tombouctou même, nous avons décidé de se rendre dans la capitale
afin que la situation puisse se calmer un peu. L'ORTM, c'est une famille. Voilà pourquoi chaque matin on se présente ici. Comme on le voit, il urge de trouver une solution à cette situation qui prévaut dans le nord du Mali pour que tous les agents de l'État et ceux des collectivités territoriales déplacés retrouvent leur localité d'affectation pour contribuer au développement de la République du Mali. Le foulard noir, c'est le titre d'un film long métrage qui a été projeté hier soir au cinéma Babemba de Bamako. Et cette fiction de 83 minutes est inspirée des mutineries qui ont éclaté dans les casernes du Burkina Faso où des soldats mutins ont investi plusieurs endroits de la ville. Pillages, viols et bien d'autres actes étaient au cœur de cette révolte des militaires. Produite par les films du Dromadaire, cette œuvre a été réalisée par le cinéaste burkinabé Boubacar Diallo avec le soutien des plus hautes autorités du Burkina Faso. Ont assisté à la projection le ministre de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme, Madame Diallo Fadima Touré, et l'ambassadeur du Burkina Faso au Mali, ainsi que notre reporter Modibo Soare. Son compte rendu. Première d'une série de projections au Mali, ce film retrace le déroulement des mutineries qu'a connu le Burkina Faso, où des soldats déchaînés ont investi en mars et mai 2011 la ville, pillant et brûlant les lieux de commerce. Le film Le Foulard Noir est une fiction qui dénonce les exactions commises par des militaires burkinabés. Malheureusement, le Mali vit une situation que relate le film. Et une fois sur place à Ouaga, avec le grand frère Boubacar Diallo, je me suis dit que c'était l'occasion d'amener ce film ici afin d'interpeller les consciences et appeler à la paix et à la stabilité au Mali. Mariama, l'actrice principale du film, comme tant d'autres, a vu sa boutique partir en fumée. Sa belle-sœur qui s'y trouvait comme vendeuse a été violée. Un soir, en se rendant comme d'habitude à la buvette, le foyer du combattant, Isiaka, le mari de la femme violée, rencontre fortuitement les 3 soldats qui ont violé son épouse. Une véritable bagarre éclate entre eux, le frère de Mariama et ses 3 militaires. Une bagarre qui a fini par la mort du mari civil de la victime. Au même foyer du combattant, une discussion s'engage entre le doyen Salif, un adjudant à la retraite et des jeunes militaires en activité sur les troubles survenus dans le pays. Si les jeunes soldats pensent avoir raison de manifester en tirant en l'air, l'aîné Salif qui les moralise fait comprendre à ses interlocuteurs que leur action n'est pas digne d'un militaire. En 2011, le Burkina Faso a connu ces soubresauts que nous ne souhaitons à aucun autre pays. Mais quand ça arrive, il faut avoir le courage de se regarder dans la glace, de tirer des leçons et de faire en sorte que la gouvernance puisse permettre d'éviter de tels cas et de faire en sorte que les générations à venir puissent tirer leçons pour que cela ne se répète pas. Réalisé en 2012 par les Burkinabés, Boubacar Diallo est interdit au moins de 16 ans. Ce long métrage nous interpelle tous. Ce film a été très émouvant. Je pense que c'est un grand appel pour toute la population malienne pour que nous nous unissions ensemble et que nous construisions le pays. J'espère que ça va nous servir de leçon pour les jours à venir. C'est un film à présenter un peu partout pour éveiller la conscience des uns et des autres. L'œuvre est faite de rebondissements avec des images volontairement choquantes pour sensibiliser l'opinion sur les méfaits d'une révolte militaire. Cette nouvelle à votre attention avant d'ouvrir la page sport. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Sadio Lamine Sow, a quitté Bamako aujourd'hui pour un long périple qui le conduira à Djamena, à Rabat et à Vanuatu. À Djamena, au Tchad, le ministre d'État Sow prendra part du 4 au 5 juin à la réunion ministérielle restreinte
de la Commission de restructuration de la communauté des États sahélo-sahariens, CENSAD, à Rabat au Maroc. Il participera à la réunion du Conseil exécutif de CENSAD prévue du 11 au 12 juin 2012. Et enfin, le ministre Sow se rendra à Vanuatu pour y prendre part à la réunion ministérielle du groupe ACP, Union européenne, prévue du 14 au 15 juin 2012. Du sport football, championnat national Ligue 1, la 21e journée a démarré par 2 rencontres au stade Omnisport Modibo Keïta. Fin de série du club olympique de Bamako. Le COB a été battu 2-0 par l'ASB. Auparavant, il y a eu un match explosif entre la Jeanne d'Arc de Bamako et le stade malien de Bamako. Finalement, victoire de 4-2 des Blancs de Sotuba, désormais entraînés par Baïba en lieu et place de Abdul Karim Razak Limogé. Le compte rendu avec Aldoumatina. Cette 21e journée de Ligue 1 vient à point nommé pour le Stade malien de Bamako, qui a largement fait parler de lui cette semaine. Pendant quelques jours, les Blancs de Bamako ont défrayé la chronique suite à l'éviction de l'entraîneur Abdul Karim Razak. Ainsi, dans les coins et les coins du stade Omnisport Modibo Keïta, ce départ continue d'alimenter les débats, notamment pendant le match contre la Jeanne d'Arc de Bamako. Le départ de Golden Boy est vraiment salutaire pour moi, car il n'a rien apporté au stade cette année. Aux autres années, quand Golden Boy prenait le stade, ça allait mieux. Il nous donne une équipe compétitive. Depuis son arrivée, j'ai laissé le train. Il est très dépassé. C'est faute, l'homme ne doit pas casser. Les gens le chassent. Tu viens dans un pays d'autre, tu trouves que le stade a une coupe. Tu n'as pas pu que faire qualifier cette équipe. Tu ne dois même pas venir sur cette stade-là. Commencé dans une atmosphère de déception et d'incertitude, la partie sera finalement un acquis pour les supporters du stade. Ceux-ci vont cependant vivre de fortes émotions. À la 11e minute, la joie avec Lamine Diawara qui débloque le tableau d'affichage. La blessure entraînant la sortie prématurée du portier Abdoulaye Samake pour retour à la 33e minute, au profit de Bokar Towola. Entame délicate pour le gardien remplaçant du stade malien qui effectue ses grands débuts au plus haut niveau. Il assiste impuissamment à l'égalisation de la GIA à la 35e minute par Amadou Assisi. 1-1 à la pause, la prestation des Blancs est remise en cause. Au deuxième acte du jeu, le pessimisme cède la place à l'assurance pour le stade, qui connaîtra un retour en grâce. Il prend l'avantage à la 54e minute par Suleiman Dambélé. Les hommes de Mbaïba consolideront ensuite leur avance par Bakary Dambélé et 79e minute par Ousmane Sissé. Véritable bourreau de la GIA dans ces matchs. La GIA qui avait pourtant entretenu de l'espoir à la 72e minute par Bouakar Mariko. Mais les sadistes ne lâchèrent pas prise et l'emportèrent 4-2. Début prometteur pour Mbaïba, le désormais entraîneur principal du SAD, qui croisera à la prochaine journée le Djoliba Athletic Club pour le traditionnel derby de la capitale. Autre match, autre succès en cette 21e journée. C'est bien la victoire sans bavure de l'ASB sur le COB 2-0. Ce qui constitue un coup d'arrêt de la belle série des Verts de Bamako. Des Olympiens moins sereins et sans mordant sont apparus à la limite peu motivés et très fatigués. Tandis que les pensionnaires de Grand Tibougou en jaune et vert se sont avérés plus solidaires et efficaces au moment où il le fallait. Comme il est de coutume, Amara Konaté est encore présent au précieux moment pour marquer ce coup franc et mettre sur de bons rails son équipe. On était à la 4e minute et ce sera l'unique but de la première mi-temps. Moussa Diarra avec beaucoup de flegme et de techniques enfonce le clou à la 54e minute pour l'association sportive de Bamako. Même la sortie de Amara Konaté à la 86e minute pour carton rouge ne perturbe pas Bokar Sissoko et ses coéquipiers vainqueurs 2-0. Respectivement 7e et 8e, les Sobé 30 points et l'ASB 29 points ont pour objectif désormais l'année prochaine une sortie africaine en Coupe CAF. Sport football toujours, ce week-end est marqué par la première journée des éliminatoires de la zone Afrique du Mondial Brésil 2014. Les Aigles du Mali sont dans le groupe H en compagnie de l'Algérie, du Bénin et du Rwanda. Les Aigles jouent donc ce dimanche à Cotonou contre le Bénin. Abdul Karim Kaba pour le compte-rendu. 5 mois après la médaille de bronze acquise à la CAN 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale, les Aigles du Mali se lanceront ce week-end dans le bain d'une autre compétition majeure, les éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. Ce sera face aux écuries du Bénin, une vieille connaissance.
À Cotonou ce dimanche, les aigles seront presque dans leur jardin pour y avoir rencontré à plusieurs reprises les écureuils. Les aigles aborderont ce match inaugural dans une bonne atmosphère. La combativité, la cohésion, la solidarité et l'esprit patriotique seront les maîtres mots pour bien entamer la campagne menant vers le mondial. On a dit cette année, il faut que le Mali ne s'est jamais qualifié pour la Coupe du Monde. Et cette fois-ci, il faut qu'on se qualifie. Or, pour se qualifier, ça passe par ces 2 matchs qu'il faut gagner d'abord. L'Afrique du Sud, c'est obligatoire que le Mali soit présent, mais ça ne peut pas se faire sans nous. Parce que vous savez que l'équipe nationale, ce n'est pas seulement la fédération, c'est l'État, c'est tout le monde. Malgré le changement intervenu à la tête de l'encadrement technique, l'état d'esprit du groupe reste le même. Les joueurs sont toujours soudés. Le groupe est toujours soudé, exactement, c'est la continuité de ce qui s'est passé à la CAN. Donc je pense que contre le Bénin, nous pouvons escompter sur un bon résultat. Du côté béninois, l'on attend avec impatience ce match. L'adversaire doit être pris au sérieux. Le Mali, c'est une grosse équipe que le Bénin, ça tout le monde le sait. Mais après, nous aussi, il y a de la qualité. Après, c'est un groupe qui est un peu longtemps ensemble. On pense que cette année-là, nous tous les joueurs, on va s'armer pour qu'on va passer cette échéance-là. Le Mali nous fatigue trop. Mais là, il pense qu'on est un peu aguerri. Cette fois-ci, ça va chauffer. Vous pouvez compter sur nous. Bénin-Mali, c'est ce dimanche au stade de l'Amitié de Cotonou. Coup d'envoi, 15h, temps universel. Bonne chance aux aigles. C'est la fin de cette édition. La rédaction vous donne rendez-vous demain 13h avec Aïssata Ibrahim Maïga. Inch'Allah, je serai là le soir pour la grande édition. Soyons de cœur rédaction avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Nous ne vous oublions pas. Merci. Bonsoir.